à Un Monde Sain, le programme qui va vous révolutionner votre santé. Je suis Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. Et avec moi aujourd'hui, on a bien sûr le docteur Neil Barnard, on a Anne-Marie Roy, diététiste et nutritionniste. On a aussi Noémie Demey, coach en nutrition de Mimi's Delicacies. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. On a le médecin Dr Leroux avec nous. Donc ça va être un épisode super formidable. On est ravis que vous soyez là. Merci beaucoup, Anne. Alors, le sujet aujourd'hui de notre épisode, c'est le régime méditerranéen qui est souvent présenté ou perçu comme étant un type d'alimentation idéal à atteindre. Alors, aujourd'hui, on va discuter ensemble à savoir, est-ce vraiment le cas? Et est-ce que ce serait peut-être possible de faire encore mieux que le régime méditerranéen? Alors, Dr Barnard, j'aimerais un peu avoir votre opinion par rapport à l'alimentation méditerranéenne. Un régime méditerranéen a l'air sain et même un peu romantique. Un verre de rosé au bord de la mer, peu importe ce qu'il y a dans l'assiette, l'endroit est tellement charmant. Et le régime privilégie les légumes, les légumineuses, l'huile d'olive bien sûr, le poisson, le poulet, au détriment de la viande rouge. Un peu de produits laitiers, quelques œufs, mais pas trop. Mais par contre, un régime végétalien n'a pas de viande, pas de produits laitiers et pas de cholestérol. Et donc, quels sont les effets sur la santé de ces deux régimes? Notre équipe de recherche les a comparés. Nous avons recruté 62 personnes qui voulaient perdre du poids et nous les avons assignées au hasard, soit à un régime méditerranéen, soit à un régime végétalien. Et chaque semaine, tous les participants se réunissaient avec une diététicienne pour recevoir des informations et de soutien. Et au début, le groupe méditerranéen était vraiment content de suivre ce régime indulgent qui leur permettent de manger du poulet, du poisson et de verser l'huile d'olive sur les aliments. Mais au fil du temps, ils ont remarqué que le poids ne changeait pas beaucoup. Pour le groupe végétalien, c'était tout à fait différent. La perte de poids était importante et vraiment rapide. Et après 16 semaines, tous les participants ont fait une pause pour reprendre leurs habitudes alimentaires. Et ensuite, les deux groupes ont interchangé de régime et ont suivi celui-ci pendant 16 semaines supplémentaires. Et le groupe qui suivait le régime méditerranéen, mais maintenant commence le régime végétalien, découvert que le régime végétalien permet de maigrir rapidement. Pour le groupe qui suivait le régime végétalien et maintenant commence le régime méditerranéen, c'était difficile. Ils ont commencé à reprendre le poids. C'était vraiment frustrant. Pour le cholestérol, il y avait une baisse de 3 points pour le groupe méditerranéen et plus de 18 points pour le groupe végétalien. Et pour le LDL cholestérol, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, les chiffres sont de 0,5 points pour le régime méditerranéen et plus de 15 points pour le régime végétalien. Et la tension artérielle s'écrit en 2 chiffres. La tension systolique, ça correspond à la pression dans le cœur pendant un battement de cœur. Et la tension diastolique, c'est la pression entre les battements, lorsque le cœur se détend. Ici, le régime méditerranéen était un peu plus efficace. 9 points pour le régime méditerranéen et 3 pour le régime végétalien. Et pour la tension diastolique, les chiffres étaient de 7 et 4. Donc, si l'on veut déjeuner au bord de la mer et peut-être siroter un verre de rosé, et si l'on veut maigrir ou réduire le taux de cholestérol, on peut choisir des pâtes à la place de poisson et peut-être des pois chiches à la place de poulet.
Et ainsi, on peut avoir un repas et un régime plus sain, même plus romantique. Merci beaucoup, Dr. Barnard, de ces informations précieuses. Autrement dit, ce qu'on comprend, c'est que si on végétalisait le régime méditerranéen, on aurait encore de meilleurs résultats. Ça serait encore plus intéressant, finalement. Oui, exactement. Et si l'on veut remplacer le poisson et le poulet, il y a énormément de choix. En fait, c'est une bonne idée de mettre en valeur les légumineuses, surtout parce qu'ils sont vraiment très riches en protéines. Super, c'est génial. Davantage de menus végétaliens sur les cartes des restaurants français, cela pourrait bien être le cas grâce à Vego Resto, une initiative de L214, une association de défense des animaux. Vego Resto a récemment lancé une formation sur la cuisine végétale destinée aux professeurs des écoles hôtelières. Pourquoi de plus en plus de Français adoptent-ils une alimentation végétale? Et quelles sont les différentes protéines végétales? Le cours apporte non seulement des réponses à ces questions, mais explique aussi comment végétaliser des recettes et comment s'adapter aux nouvelles demandes des clients dans le secteur de l'hôtellerie. Alors, afin de vous aider à incorporer ces saveurs délicieuses de la Méditerranée, on va juste partager quelques astuces, histoire de vous aider, parce que c'est clair que les herbes et les saveurs et les épices sont vraiment... en fait, c'est le secret. Donc, par exemple, si vous aimeriez avoir une touche de la Méditerranée, on peut utiliser le thym, les épices comme le cumin, ainsi que l'origan. Et c'est clair que ça va vraiment faire l'affaire et ça va vraiment ajouter beaucoup de goût dans votre cuisine. Donc, par exemple, avec des pois chiches, des légumineuses, des céréales, etc. Mais aussi un peu de citron. Un peu de citron, par exemple, dans les pommes de terre, ça peut être super délicieux. Et moi, en fait, en ce moment, je suis vraiment obsédée par mon Instant Pot, dans lequel je fais un yaourt à base de soja, mais je le rends grec, entre guillemets, parce que j'ai acheté une espèce de passoire pour le yaourt. Et en fait, donc, je fais mon yaourt dans le Instant Pot avec le lait de soja. La veille et puis le lendemain, je le mets dans le passoire et pendant quelques heures, ça égoutte un peu. Et puis après, on a vraiment le yaourt grec. Je suis vraiment fan, donc si ça vous chante, je vous recommande vivement d'essayer. Et puis aussi, quant aux sauces, par exemple, le tzatziki, j'arrive jamais à le dire, mais cette sauce, par exemple, qui est vraiment quelque chose de la Méditerranée, ça, on peut faire également avec ce yaourt de lait de soja ou le yaourt acheté au supermarché, par exemple, mais fait avec une base végétale. Ça va faire l'affaire. Pas besoin que vous le faites dans votre Instant Pot. C'est juste mon délire en ce moment. Mais donc, ensuite, en fait, on a une correspondante en ce moment. C'est notre chère Noémie qui va partager une journée dans son assiette avec un air un peu de la Méditerranée. Alors, Noémie, c'est à toi. J'invite le soleil dans mon assiette aujourd'hui avec les saveurs de l'été, les saveurs de la Méditerranée. On retrouvera des courgettes, des aubergines, des poivrons de toutes les couleurs. Bref, le soleil s'invite chez moi à défaut d'être dehors. Suivez-moi, on commence par le petit déjeuner. J'aime commencer mon petit déjeuner avec de l'avoine, avec du porridge et plein de fibres auxquelles nous ajoutons nos toppings préférés. Pour ma part, ce sera de la noix de coco, des fraises, de la mangue, pourquoi pas ajouter aussi des bananes, des framboises, bref, tout ce que vous avez sous la main. Direction ensuite le marché pour faire le plein de légumes, des légumes du soleil. Je choisirai donc des courgettes, poivrons, tomates. Et la star de mon plat ce midi, c'est l'aubergine. L'équivalent d'une aubergine dans ce plat, auquel vous ajouterez des pois chiches, une cuillère à café de paprika, du sel, un peu d'huile d'olive et une demi-cuillère à café de cannelle. On mélange le tout, puis direction le four pendant 30 minutes à environ 180 degrés. Pour la sauce, dans un petit bol, ajoutez 2 cuillères à soupe de tahini avec une cuillère à café de purée de tomate, un demi-citron vert. Ajoutez 2 cuillères à café de sauce soja ou tamari si vous êtes plutôt sans gluten.
Et petite astuce, ajoutez de l'eau bouillante pour obtenir un mélange soyeux. J'accompagnerai mon plat de lamelles de courgettes et de couscous. Pourquoi pas aussi ajouter quelques lamelles de carottes, des tomates et des graines de courge pour encore plus de bienfaits. On ajoute notre mélange pois chiches, aubergines et bien sûr notre sauce au tahini. La couleur est absolument sublime. Petite pause thé et chocolat avec ce cœur caramel aux dattes. Arrive le repas du soir, alors j'adore me faire des toasts à la patate douce pour changer du pain. Je coupe 2 lamelles de patate douce que je passe au toaster plusieurs fois. J'y ajoute quelques lamelles d'avocat, des graines de sésame toastées, des tomates et c'est optionnel mais vous pouvez aussi ajouter un peu de chili pour donner du peps à votre plat. On finit par un peu de jus de citron et voilà. Merci Noémie, ça donne de l'eau à la bouche. Et je voulais aussi vous dire juste vite fait, si vous aimeriez avoir un peu le goût de mer, le goût de poisson, on va dire, en fait les algues sont super efficaces. Donc par exemple, quand je fais un thon, entre guillemets, avec des pois chiches, je saupoudre. On peut acheter des algues comme ça et en petits morceaux et comme ça on ajoute dans nos plats afin de donner ce goût un peu poisson mer-esque sans le poisson. Donc c'est très efficace. Alors Anne-Marie, c'est à toi. Yeah. Puis si on veut faire du poisson fumé, on a juste à rajouter un peu de paprika fumé ou un petit peu de fumée liquide aussi. Donc ça peut aller chercher le petit goût fumé qu'on aime beaucoup. Moi, lorsque je veux mettre de la saveur de la Méditerranée dans mes plats, je fais du feta de soya. Alors, qui est très, très facile à faire. Hein. En passant, on prend un bloc de tofu, on le coupe en cubes et on le fait tremper dans du jus de citron. On met beaucoup d'origan et du sel. Si on veut avoir le goût du feta, il faut mettre un peu de sel. Et après une journée ou deux, le tofu goûte le feta. C'est extraordinaire. Alors, très, très bon truc à expérimenter. Moi, j'aime beaucoup aussi ajouter des olives pour aller chercher le goût de la Méditerranée. Donc, je vais mettre des olives dans ma salade, dans mes pâtes, dans mon hummus. Et on peut aussi faire de la tartinade avec des olives, donc de la tapenade. Et cette tapenade, on peut s'en servir, tartiner un peu sur du pain ou on ajoute ça dans nos recettes. C'est vraiment délicieux. Pourquoi utiliser les olives plutôt que l'huile d'olive? C'est parce que l'olive est un aliment entier. Et on le sait, si on va voir les bénéfices d'une alimentation végétale, on veut privilégier les aliments entiers. En anglais, on dit whole food plant-based, whole pour entier. Pourquoi les aliments entiers? Les végétaux entiers, c'est qu'ils contiennent, oui, des vitamines, des minéraux, des fibres, des prébiotiques et aussi des milliers de phytonutriments qui sont des substances qui nous protègent des maladies dégénératives ou des maladies chroniques. On connaît entre autres le lycopène dans les tomates, le sulforaphane dans le brocoli. Et souvent, on va parler des polyphénols qu'on retrouve beaucoup dans les olives. Alors, les olives sont un aliment entier. Mais lorsque on retire des parties aux aliments entiers ou on ajoute des substances comme du sucre, du sel ou des mauvais gras, des additifs, bien là, ça devient un aliment transformé. Alors, l'huile d'olive, on a retiré beaucoup de parties à l'olive. Donc, on pourrait dire que l'huile d'olive est un aliment transformé. Mais là, j'ai voulu aller pousser un peu plus loin à savoir combien de polyphénols on retire à l'olive lorsqu'on fait de l'huile d'olive. Et j'ai tombé sur une recherche qui disait que 2% des polyphénols de l'olive sont transférés dans l'huile d'olive durant l'extraction. Mais 98% est retenu dans, les autres ils parlent de l'olive cake, c'est-à-dire de la pulpe de l'olive. Et lorsqu'on va consulter les tables de référence en polyphénol, et là, je suis allée creuser profondément pour me rendre compte que un des polyphénols importants dans les olives, c'est l'hydroxytyrosol. Et regardez la différence entre l'huile d'olive extra vierge versus les olives. Il y en a 85 fois plus dans les olives. Le tyrosol, un autre polyphénol, il y en a 13 fois plus dans les olives. Un des flavonoïdes, la lutéoline, on en a 10 fois plus
dans les olives. Et pour certains acides phénoliques, on voit ici l'acide caféique et l'acide vanillique, on en a 10 et 16 fois plus. Alors, vous voyez que les olives nous rapportent beaucoup plus de polyphénol que l'huile d'olive. Et même ici, on voit que l'huile extra vierge en a un peu, mais si les gens prennent une huile de moins bonne qualité, il y en a encore moins. Alors, c'est vraiment impressionnant de voir qu'on est vraiment mieux avec les olives que l'huile d'olive. Même chose pour les noix et les graines. On est toujours mieux de les prendre entiers, de les préférer à l'huile. Alors, si on prend l'exemple de la graine de sésame versus l'huile de sésame, on se rend compte qu'il y a une immense différence au niveau de la valeur nutritionnelle. Vous voyez, dans les graines de sésame, pour 100 grammes, on a 17 grammes de protéines, mais dans l'huile, on en a 0. On a perdu les protéines. Les fibres, on en a 14 dans les graines de sésame, 0. Pour ce qui est des minéraux, c'est impressionnant la quantité qu'on a dans les graines de sésame. Voyez-vous, le calcium est à 989. On a beaucoup de fer, de magnésium, de potassium pour bien gérer la tension artérielle. On a du zinc ici pour notre système immunitaire. Mais lorsqu'on fait de l'huile avec la graine de sésame, les minéraux sont à 0. On a tout perdu. Même chose pour les vitamines du groupe B. On a perdu toutes nos vitamines du groupe B. Il y a peut-être juste la vitamine E qui reste dans l'huile de sésame parce que la vitamine E est une vitamine liposoluble, donc elle se transfère dans l'huile. Mais reste que je veux vous faire réaliser ici que l'aliment entier est toujours préférable à son huile. Alors, mangeons des olives, mangeons un petit peu de noix et graines et on aura encore plus de bénéfices. Alors, ensuite, je suis ravie de vous présenter en fait notre invité du jour. C'est le docteur Julien Leroux. Il est médecin de famille. Il pratique la médecine préventive avec l'objectif de renverser les problèmes de santé par le mode de vie, incluant la nutrition à base de plantes, bien sûr. Il a aussi complété un stage en médecine préventive et nutrition au Barnard Medical Center, justement, ainsi qu'un stage en cardiologie préventive à l'Institut de cardiologie de Montréal. Aussi, il est titulaire d'un certificat en nutrition à base de plantes décerné par l'Université E. Cornell. Il vient nous parler des recommandations nutritionnelles en prévention cardiovasculaire, parmi autres choses. Bienvenue, Dr. Leroux. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je suis bien content d'être là. Sans plus tarder, je vais vous parler un petit peu des recommandations, les dernières recommandations canadiennes en prévention cardiovasculaire au Canada. Déjà en 2014, on avait des recommandations qui étaient assez bien. On nous nommait qu'il fallait mettre l'accent sur les fruits, les légumes et les grains entiers. Et on nous nommait aussi d'éviter les excès de cholestérol, plus précisément, donc d'avoir une consommation de cholestérol alimentaire inférieure à 200 mg de cholestérol par jour chez les individus à risque. 200 mg, c'est quand même très peu. Là. C'est légèrement plus que ce qu'on retrouve dans le contenu d'un œuf. Donc, vraiment, on recommandait déjà à ce moment-là des petites quantités de produits animaux, là, tout au plus. Et en 2018, vraiment, les recommandations se sont beaucoup végétalisées. Et mon objectif, c'est de vous montrer aujourd'hui combien une alimentation à base de plantes correspond tout à fait à ces recommandations-là. Donc, je vais vous présenter les recommandations Sea Change. J'imagine que vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est en fait des recommandations canadiennes qui sont mises de l'avant par la Société de cardiologie du Canada, qui a été élaborée en collaboration avec Diabète Canada, Hypertension Canada et quelques autres organes qui font des recommandations. Et donc, c'est une mise à jour 2018 pour les médecins de famille et les autres praticiens de première ligne. Donc ici, je vais vous montrer la partie en haut ici. On voit que pour prévenir l'hypertension et éviter les problèmes de pression artérielle, on recommande d'avoir une consommation maximale de 5 grammes de sel par jour. Probablement que diminuer encore plus que ça est avantageux. Et je vais vous montrer un peu les différents types d'alimentation qui sont potentiellement recommandés. Déjà en bas, on voit qu'on a l'alimentation végétarienne. Donc, toutes les alimentations à base de plantes végétariennes et végétaliennes sont recommandées. Donc, pour un médecin de famille, c'est tout à fait adéquat de recommander ça à son patient en première ligne en prévention cardiovasculaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, comme on l'a vu avec Dr. Barnard, l'alimentation méditerranéenne, c'est une alimentation qui est meilleure que l'alimentation standard nord-américaine dans la mesure où elle inclut davantage de produits végétaux peu ou pas transformés. Par contre, on peut encore faire un petit peu mieux que ça. Puis, il n'y a aucune étude sur la diète méditerranéenne qui a réussi à montrer de la régression des maladies cardiovasculaires, ce qu'une alimentation à base de plantes a été démontrée quelques fois pour faire. On a l'alimentation Portfolio. C'est une diète qui a été élaborée par une équipe de l'Université de Toronto sous la direction du Dr. Jenkins. Et Dr. Jenkins lui-même est un fervent défenseur de l'alimentation à base de plantes. L'objectif était d'avoir une diète le plus possible basée sur les plantes.
Et ensuite, la diète suivante, c'est la diète DASH. C'est un acronyme Dietary Approach to Stop Hypertension, qui veut dire en français approche nutritionnelle pour contrer l'hypertension. Et c'est une alimentation qui a été développée par une équipe de l'université Harvard sur la direction du professeur Frank Sachs. Et Dr. Sachs, de façon très intéressante, a écrit dans un autre article que l'objectif de cette alimentation-là était de maximiser les bienfaits d'une alimentation végétarienne sur la pression artérielle, tout en demeurant, en anglais, palatable, donc tout en demeurant gustativement acceptable aux yeux du public. Je trouve que c'est un cas là, très clair où on a sucré littéralement nos recommandations pour ne pas déplaire, alors que la science montrait, comme il l'admet très bien, qu'une alimentation à base de plantes est supérieure pour la pression artérielle. Et ensuite, les autres types d'aliments, c'est un peu finalement des composants de l'alimentation à base de plantes. Les noix, une petite poignée par jour environ, là, ce qui correspond à 30 grammes par jour. Des légumineuses. En Amérique du Nord, on est très déficient en fibres alimentaires. Ça, on l'est beaucoup. Et les légumineuses en sont une excellente source. Anne-Marie a parlé un petit peu de l'huile d'olive et de combien un aliment entier comme l'olive était supérieur à l'huile d'olive pour ce qui est des fibres, des vitamines et minéraux, des polyphénols. Donc, pour moi, ça s'applique pleinement et je pense que la recommandation d'avoir une consommation d'huile d'olive risque de changer dans cette direction-là pour les prochaines recommandations. Ensuite, on a la recommandation de consommer beaucoup de fruits et de légumes, beaucoup de fibres et de grains entiers. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ici, on a, je traduis de l'anglais, là, une alimentation avec un faible index glycémique et une faible charge glycémique. Ça, c'est justement des concepts qui ont été développés par le Dr. Jenkins. Et ce qu'on observe là, dans l'alimentation à base de plantes, c'est que c'est une alimentation qui a un faible index glycémique et une charge glycémique faible à modérée. Donc, vraiment, avec une alimentation à base de plantes, on vient cocher toutes les cases des dernières recommandations canadiennes en prévention côté cardiologie. Et j'aimerais terminer ce petit exposé en disant que l'alimentation à base de plantes est, à ma connaissance, le seul type d'alimentation qui a été prouvé non seulement pour ralentir, arrêter, mais même renverser le cours de la maladie cardiaque athérosclérotique. Donc, c'est vraiment un outil que les médecins de famille et les autres praticiens de première ligne devraient avoir là, dans leur poche. Et je pense même, Julien, qu'on peut dire que oui, il y a des bénéfices au niveau de la santé cardiovasculaire, mais il y en a aussi ailleurs, d'autres bénéfices. Est-ce que les gens vont bénéficier d'une alimentation végétale pour d'autres problèmes de santé? Ah, tout à fait. Évidemment, même dans le système cardiovasculaire, on observe une amélioration de la pression artérielle, une amélioration du profil lipidique. Parfois, généralement, ce qu'on observe, c'est une amélioration des LDL. Et ça, je l'ai observé beaucoup chez mes patients. Mais aussi, parfois, le cholestérol devient tellement beau que le HDL, lui aussi, va commencer un peu à diminuer. Le HDL étant comme un vidangeur de cholestérol. Lorsqu'on n'a plus de cholestérol à enlever de nos artères, eh bien, on peut ensuite commencer à diminuer le HDL. C'est une interprétation qui est parfois un peu compliquée pour certains professionnels de la santé, mais vraiment, ce qu'on observe, c'est des profils lipidiques qui sont beaucoup meilleurs pour les végétaliens que pour les gens qui consomment une alimentation nord-américaine standard. Et bien sûr, faudrait en parler plus en détail. Là, on a une diminution d'au moins 50% des risques d'Alzheimer, une diminution marquée du risque de diabète. Dr. Barnard le sait mieux que moi. Une amélioration de vraiment plusieurs autres problèmes de santé, un ralentissement de la progression en insuffisance rénale. Donc, c'est vraiment une alimentation qui a beaucoup de potentiel pour plein de maladies. Là. C'est ça qui la rend si chouette, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une prescription différente pour chaque maladie. C'est la même type d'alimentation qui vient prévenir et aussi renverser plusieurs de nos maladies chroniques. Et c'est vraiment un outil qu'il va falloir aller chercher là, dans une ère où les coûts de santé liés aux maladies chroniques explosent. Là, c'est un outil précieux. Alors, Dr. Leroux, j'aimerais bien vous poser une question. Donc, comment vous avez trouvé en fait l'alimentation végétale et comment êtes-vous devenu donc basé de plantes, vegan, etc. Je dirais que l'opinion publique sur l'alimentation végétarienne a beaucoup changé là, dans les derniers 10 ans. Moi, ça fait environ 9 ans que je suis une alimentation à base de plantes. Puis l'aspect qui m'a le plus attiré par ce type d'alimentation-là initialement, c'était vraiment le côté éthique parce que j'habitais en campagne et puis on avait des poulets à la maison chaque année et je les accompagnais à l'abattoir. Et puis de voir ça, c'est quelque chose qui m'a sensibilisé un petit peu là, à la souffrance des animaux. C'est lorsque j'ai réalisé, après quelques années, que ce n'était pas nécessaire
que j'ai décidé d'arrêter, disons, de contribuer à ce type d'action qu'on fait avec les animaux. Je viens d'un milieu où le respect de l'environnement puis de la nature est assez important. Donc, tout ça a cheminé tranquillement dans mon esprit. Puis, à partir de quand je suis devenu végétalien, le côté environnemental est rapidement rentré en ligne de compte. J'ai découvert que l'alimentation à base de plantes était la façon la plus puissante par laquelle un individu pouvait diminuer son empreinte écologique, non seulement en ce qui concerne les gaz à effet de serre, mais la perte d'habitat via la déforestation, l'utilisation des surfaces terrestres, la pollution de l'eau et bien d'autres enjeux. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis de l'avant quand j'étais étudiant en médecine, le côté vraiment écologique de nos choix alimentaires. Puis, tout au long de mes études en médecine, je me suis intéressé aussi au côté nutritionnel parce que je me demandais au début, est-ce que j'allais avoir des carences? Est-ce que tout était correct? Puis, on avait peut-être un peu moins d'informations il y a 10 ans. C'est un mode d'alimentation qui était moins connu. Mais là, c'est super de voir que de plus en plus de professionnels de la santé embarquent dans cette vague-là, qui n'est pas une mode, qui est vraiment une vague de fond, comme quoi on va améliorer les habitudes de vie de la population en commençant par nous-mêmes. Oui, c'est clair qu'on dit ça souvent, mais tout le monde gagne. Et c'est ça, c'est la beauté, en fait. Tout le monde gagne avec cette alimentation et il y a donc de la preuve scientifique que c'est vraiment formidable pour la santé aussi. Et ce que Julien ne vous a pas dit, c'est que contrairement à plusieurs autres médecins, Julien prend une bonne journée par semaine pour lire sur la nutrition. Donc, étant donné qu'il n'y a pas autant d'informations dans le baccalauréat en médecine, donc Julien va compenser en faisant beaucoup de lectures à chaque semaine. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel. Merci Anne-Marie. Je pense que c'est important d'aller se former dans cette partie-là de l'alimentation et en fait de la médecine préventive. Là, c'est la partie qui est la plus controversée dans la population. Donc, il faut être bien préparé puis avoir des études à fournir aux patients qui ont des questions aussi, là, puis qui veulent plonger dans la littérature. Oui, ça c'est sûr. Il faut se former. Et aussi, quand on se forme, je parle à tout le monde donc maintenant, en fait, on peut éviter les régimes un peu farfelus. Parce qu'il y en a. Et aujourd'hui, en fait, on va découvrir ou revoir quelques régimes forcément à éviter avec Anne. Êtes-vous submergé par toutes les tactiques et les régimes perte de poids? On dirait qu'il y a 1 million de régimes et de stratégies différentes pour perdre du poids. Et certains d'entre eux sont assez farfelus. Bonjour, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partagent un mode de vie sainement vegan. Et aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil au régime un peu intéressant. D'abord, le régime de la soupe aux choux. Si vous ne mangez que de la soupe aux choux, vous allez sûrement perdre du poids. Mais est-ce durable? Pourriez-vous manger de la soupe aux choux pendant le reste de votre vie? Mais c'est un régime, c'est pas censé durer. Mais quand même. Ensuite, le régime Slim Fast à l'américaine. Le régime Slim Fast remplace les vrais aliments par des bars et des shakes. Vous pouvez mincir fast, mais encore une fois, supposez que vous aimeriez manger autre chose qu'une barre ou un shake. Difficile. Avec ce type de régime, vous allez forcément regagner rapidement du poids. De plus, devinez quel genre d'ingrédients on peut trouver dans le shake de Slim Fast. Du lait sans matière grasse, du sucre et l'huile de canola. Ensuite, le régime Dukan. Le régime Dukan se concentre sur les protéines d'origine animale, tout en supprimant tous les autres aliments pendant la première phase. Ça sonne un peu à un manque de fibres, qui fait penser un peu à la constipation. Le régime de TNA. Je vous jure, ça existe. L'idée, c'est d'avaler une capsule qui contient un œuf de TNA. Et lorsqu'il est clos, il grandit dans votre estomac et il va manger toutes vos calories supplémentaires. Ouais. Ensuite, le régime du groupe sanguin. Voulez-vous savoir ce qu'il faut manger? Eh ben, la réponse est soi-disant dans votre sang. Bien sûr, ce n'est pas basé sur de vraies données scientifiques. Puis-je manger cette pomme? Le régime de Paris, qui consiste à fumer des cigarettes, boire du café, du soda light, et ensuite juste manger le dîner. Bon je fume. Puis après, si j'ai faim, je prends un café. Et puis après,
Peut-être je vais prendre un Coca Light, et puis je mange dîner. Et puis après, voilà, je suis mince. Vous allez peut-être perdre du poids, mais vous allez aussi peut-être tomber dans les pommes. Et quand vous êtes là, mangez-en. Ensuite, pilules ou boissons amaigrissantes. Des pilules ou des boissons magiques qui vous promettent de perdre du poids, indépendamment de ce que vous mangez par ailleurs. Pensez-vous que c'est peut-être trop beau pour être vrai? Et si la réponse n'était pas un énième régime, et plutôt quelque chose de plus permanent, abondant et délicieux? Et si on mangeait juste l'arc-en-ciel? Une assiette parfaite de fruits juteux, de légumes, de céréales complètes, de légumineuses, de noix et de graines. Ce n'est pas un secret. Manger une alimentation complète à base de plantes n'est pas un régime. C'est un mode de vie. Lorsqu'on passe à ce mode de vie, tout le monde gagne. Parce qu'à long terme, cela nous aide non seulement à avoir un poids sain, mais aussi à prévenir les maladies, à se sentir au mieux de notre forme et à prendre soin de notre petite planète. Alors, vous pouvez poser la ténère. C'est pas beau la vie? Donc voilà la beauté d'une alimentation végétale, un mode de vie sain et bien pour la planète et tout le monde. Merci d'être venu à cet épisode de Un Monde Sain. On est ravis que vous soyez venus et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut! Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Italienne. Donc les gens, ils voient que je peux faire un Ironman, puis quelques jours après, je peux continuer à Les m'entraîner. plantes ont des protéines. Les végétaux, contrairement à la croyance populaire, contiennent tous les acides aminés essentiels. Les protéines végétales ont des avantages. Utilisons les haricots dans notre smoothie. Sur une bonne portion de protéines végétales. Alors moi, je préfère le tempeh. La dysfonction érectile est très courante, mais quelle en est la cause? Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.